Bonsoir et bienvenue à tous. Lundi 9 juillet, voici les titrés de 8. Le sauvetage périlleux des enfants et de leur entraîneur de foot continue en Thaïlande. Entre hier et aujourd'hui, 8 personnes ont pu donc être extraites de la grotte. Mais le retour de la pluie rend très difficile les opérations. 5 personnes sont toujours bloquées, chahutées dans les sondages. Emmanuel Macron a réuni en congrès députés et sénateurs à Versailles. Objectif, dresser le bilan de son action et donner le cap. Certains élus ont tout simplement boycotté l'invitation au reportage. Avec modération, le rosé et la boisson de l'été pour de nombreux Français et une manne financière aussi, la répression des fraudes vient de dévoiler une gigantesque arnaque du rosé espagnol vendu pour du rosé français, du vol pour les consommateurs. Explication J-1 avant la demi-finale de la Coupe du Monde. Demain, les Bleus devront battre les Belges. Un sacré défi. Les deux équipes, ça y est, sont arrivées à Saint-Pétersbourg où nous serons en duplex avec nos journalistes. L'un suit l'équipe de France, l'autre l'équipe de Belgique. Et puis, à la fin de ce journal, rencontre avec un prodige du rap US, Anderson .Paak, a participé à la BO du film Black Panther. Le protégé de Dr. Dre enchaîne depuis les collaborations et prépare la sortie de 2 nouveaux albums. On commence donc ce journal avec les suites du sauvetage hors norme en Thaïlande. Aujourd'hui, les équipes de secours sont parvenues à extraire 4 nouveaux adolescents de la grotte en partie inondée près de la frontière birmane. Vous le savez, c'est là-bas donc qu'un groupe de 12 adolescents et leur entraîneur de football ont été pris au piège. Voici plus de 2 semaines. Avec le retour de la pluie, le sauvetage devient de plus en plus périlleux. Il reste encore 5 vies à sauver. Récit signé Lionel Gendron. À l'intérieur de cette ambulance, le 6e adolescent sauvé aujourd'hui par les plongeurs. Affaibli, il a été transporté à l'hôpital pour une série d'examens médicaux. Ce matin, les autorités ont donné des nouvelles des 4 enfants exfiltrés hier de la grotte. Ils ont dit qu'ils avaient faim et ont demandé du poulet et du riz, mais ils ont toujours besoin d'être tenus à l'écart de leurs parents et des autres par peur des infections. En clair, ils sont mis en quarantaine car leur métabolisme a été fragilisé. Ils sont vulnérables à de possibles infections. Les parents des 4 premiers enfants sauvés pourront les voir ce soir, mais derrière une vitre. Sur leur compte Facebook, les commandos marines thaïlandais ont fait le décompte. Le 8e sanglier est sorti. Référence au sanglier sauvage, le nom de l'équipe de football des adolescents. Hier, l'angoisse de cette famille a pris fin avant les autres parents. Ce sont les proches du premier enfant qui aurait été sauvé. Mongkol Boonpian, 13 ans. Le voici sur l'une des vidéos prises à l'intérieur de la grotte. Le soulagement est à la mesure du stress accumulé pendant 2 semaines. Je me disais qu'il irait bien. Je le savais au fond de moi, mais je n'osais pas le dire à voix haute. J'étais quand même inquiète. Ça faisait longtemps que je n'avais pas souri. Le Premier ministre, chef de la junte militaire au pouvoir, est venu sur place pour féliciter les secouristes. Il a rappelé que la bataille n'était pas encore gagnée. Il reste 4 enfants et leur accompagnateur dans la grotte. Les opérations de sauvetage doivent reprendre demain. Retour en France, il s'est engagé à répéter l'exercice chaque année pour faire le bilan de son action et donner aussi le cap à suivre. Emmanuel Macron a réuni quelques 900 parlementaires en congrès au château de Versailles, mais certains, comme les députés de la France Insoumise, ont tout simplement boycotté l'invitation. On voit tout ça avec Maxime Rousseau et Geoffrey Marin-Joris. Après l'entrée solennelle, première surprise, le président jupitérien fait assaut d'humilité. Tout président de la République connaît le doute, bien sûr. Et je ne fais pas exception à la règle. Deuxième surprise, réplique à la dérive monarchiste pointée par ses détracteurs. Le chef de l'État propose de répondre aux questions des parlementaires ici même l'année prochaine. Une stratégie qui ne convainc pas l'opposition, tous bords confondus. Il a parlé d'humilité au départ, mais le discours était tout sauf humble. C'était un discours d'autosatisfaction, sans engagement précis. Il continue d'installer l'exercice monarchique. C'est le président de la République qui donne le là au Parlement. Pas de coup de barre à gauche, mais un discours qui emprunte les mots de l'entreprise pour évoquer le très attendu plan pauvreté en septembre, mis en place l'année prochaine. Elle ne se contentera pas de proposer une politique de redistribution classique, mais une politique d'investissement et d'accompagnement social. Non pas de nouvelles aides en solde de tout compte, mais un accompagnement réel vers l'activité, le travail. Une sémantique défendue par la majorité. Le budget de l'éducation nationale, les 5 milliards d'euros sur la formation professionnelle, c'est des choses qui n'avaient jamais été faites par une soi-disant gauche qui n'avait pas été sur ce chemin-là, qui s'était contentée d'une redistribution. Mais éreintée par les tenants d'une politique de redistribution des richesses par l'État. C'est quand même extraordinaire de voir, y compris que sur la question de la pauvreté, ils nous disent que les inégalités, ce n'est pas un problème de revenus, c'est juste un problème de destin.
Le « en même temps » macronien irrigue la double priorité affichée, protéger les plus vulnérables tout en réduisant la dépense publique. Nouvelle illustration attendue cet automne avec la présentation du plan santé et la délicate réforme de l'hôpital, elle aussi plusieurs fois différée par le gouvernement. Et pendant ce temps, Marine Le Pen, elle ne décolère pas et parle d'attentats contre la démocratie. Son parti, le Rassemblement national, a décidé de faire appel de la saisie judiciaire de 2 millions d'euros d'aide publique qui lui étaient destinés. En effet, les juges financiers parisiens ont ordonné cette saisie dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants d'eurodéputés FN au Parlement européen. Explication avec David Madej et Pauline Buisson. Le Rassemblement national attaqué, Marine Le Pen convoque la presse. L'avocate, devenue chef de parti, s'insurge. Sans même qu'il y ait eu jugement. Des juges d'instruction, Mme Thépeau et M. Von Runebeck appliquent à un mouvement politique une condamnation à mort à titre provisoire. Ils nous appliquent la guillotine à titre provisoire. Il faudrait les interroger pour savoir comment vont-ils recoller notre tête. Ce sont 2 millions d'euros d'aide publique au Rassemblement national que les juges français ont retenu. Une saisie à titre conservatoire en attendant un jugement dans l'affaire des assistants présumés fictifs d'eurodéputés Front National. Le parti est en effet soupçonné d'avoir détourné des fonds européens pour rémunérer des salariés travaillant pour la formation politique en France. Préjudice estimé par Strasbourg, 7 millions d'euros. Proche de Marine Le Pen, Nicolas B, eurodéputé, vient d'être mis en examen dans ce dossier. Dans son viseur, les magistrats. 2 juges, l'une est membre active du syndicat de la magistrature, l'autre est un compagnon de route, pas simplement un syndicat professionnel. C'est une organisation politique, une organisation d'extrême gauche qui en toutes circonstances a pris des positions politiques contre le Rassemblement national. Instruction en cours, la justice ne commente pas. Le parti annonce qu'il sera en cessation de paiement dès fin août. Situation financière fragile, mais pas nécessairement la banqueroute, car une autre enveloppe de 2,5 millions d'euros cette fois-ci devrait être versée au Rassemblement national en novembre, le reste des aides publiques. En attendant, un appel aux dons sur un site baptisé alertedémocratie.fr a été lancé. Plus de 50 000 euros ont déjà été récoltés. En ce début de vacances d'été, les dangers de la noyade sont partout et il convient d'être extrêmement vigilant. Hier, à Chalon-sur-Saône, 2 frères et une sœur de 9, 10 et 13 ans sont morts après être tombés dans un lac artificiel. Il a fallu près d'1 heure avant de retrouver ces enfants dans ce plan d'eau à 10 degrés. Ce lac de 4,5 mètres de profondeur est réservé à la pêche et sans surveillance. La quarantaine de pompiers dépêchés sur place n'a rien pu faire pour les sauver. Alors que le report du plan pauvreté a fait couler beaucoup d'encre, donc les ministres tentent de temporiser. Ainsi, Bruno Le Maire a annoncé ce week-end une lutte contre les frais bancaires qui prennent souvent à la gorge les plus démunis. Le ministre de l'économie a annoncé une nouvelle mesure, le plafonnement de ces frais bancaires pour les foyers les plus modestes. Explication David Madej, Nathalie Lambert et Hélène Camille. Début des vacances rime bien souvent avec dépenses, l'heure de se faire plaisir, mais ce n'est pas toujours sans conséquences. Quand on regarde son compte, bon après c'est trop tard, quoi. On sait qu'on va avoir des dépenses supplémentaires, donc on essaie justement de faire d'autant plus attention. Faire attention pour ne pas être à découvert. En moyenne, 6 Français sur 10 le sont au moins une fois dans l'année et 4 sur 10 dépassent même le plafond autorisé chaque mois. Et être dans le rouge coûte cher. 320 € en moyenne pour les habitués du découvert qui cumulent lettres d'avertissement et empilement des intérêts. Pour les plus démunis, impossible alors de refaire surface. C'est pour eux que le ministre de l'économie Bruno Le Maire entend plafonner le montant des frais bancaires, insupportable selon lui. Selon la Banque de France, 3,5 millions de personnes sont en fragilité financière, mais seulement 350 000 sont inscrites au dispositif spécifique mis en place par l'État qui limite à 20 € par mois les frais d'intervention. Les représentants des banques affirment travailler à diffuser plus largement ce système, mais du côté des associations, l'effort n'est pas suffisant. On se rend compte que les banquiers inventent toujours de nouveaux frais, comme là on vient de découvrir les lettres d'information préalable à 12 € pièce. Donc la seule solution crédible pour arrêter les frais, c'est le cas de le dire, c'est de plafonner, et de plafonner pour tout le monde. Chaque année, les frais bancaires, tenues de compte ou encore frais d'intervention rapporteraient près de 6 milliards d'euros au secteur de la banque. Le plan pauvreté du gouvernement devrait être présenté à la rentrée.
À l'étranger, le bilan des intempéries au Japon ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. Il est désormais de plus de 100 morts et de plusieurs dizaines de disparus. Ces inondations et ces glissements de terrain sont dus aux pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur une grande partie sud-ouest de l'archipel. En Grande-Bretagne, la femme de 44 ans contaminée au Novichok, un agent énervant il y a 8 jours à Amesbury, est décédée hier. Scotland Yard a donc ouvert une enquête pour meurtre. Son compagnon, qui avait lui aussi été contaminé, est toujours dans un état critique. Le secrétaire à la Défense a clairement accusé la Russie d'avoir mené une attaque sur le sol du Royaume-Uni. Les enquêteurs tentent de savoir si cette affaire a un lien avec l'empoisonnement au Novichok il y a 4 mois d'un ancien agent double russe et de sa fille qui, eux, ont miraculeusement survécu. Et puis toujours au Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a présenté sa démission à Theresa May, qu'il a acceptée. Ce départ intervient au lendemain de celui de David Davis, le ministre du Brexit. Les deux hommes sont en désaccord avec la chef du gouvernement sur la future relation avec l'Union européenne une fois le Brexit entériné. Theresa May a en effet obtenu l'accord du gouvernement pour proposer le maintien d'une relation commerciale post-Brexit en lien étroit avec l'Union européenne. C'est la boisson de l'été, oui, le rosé, à boire avec modération, rime avec convivialité. C'est aussi un marché très juteux. La répression des fraudes a mis à jour une énorme arnaque. Elle a permis à des négociants de vendre quelques 10 millions de bouteilles de vin rosé espagnol, bien plus cher que leur prix de base, en le faisant passer pour du vin français. Explication Nicolas Carme, Céline Durchon et Sybille Delettre. En terrasse, au moment du déjeuner, sur les tables, le rosé est partout. C'est la fraîcheur. La mer, la plage. L'important ici, que le vin soit local. On sélectionne vachement les vins français parce que déjà on est les meilleurs au niveau du vin. Et puis voilà, pour nos clients, ils sont satisfaits de ça. Mais attention aux arnaques, l'équivalent de 10 millions de bouteilles de vin espagnol aurait été maquillé en vin français. C'est ce qu'a révélé une enquête de la répression des fraudes. Des pratiques de francisation, c'est-à-dire de revente de vins étrangers sous l'indication vin de France, des étiquetages confusionnels et parfois des mauvaises mises en rayon. Seule solution, bien regarder l'étiquette. Attention aux cocardes ou illustrations de châteaux, tout comme la formule mise en bouteille en France, souvent trompeuse. Seule la mention « Produit de France » garantit l'origine. Le rosé espagnol casse les prix, 34 centimes le litre et plus du double pour un vin produit dans l'Hexagone. Principale victime, les producteurs français. La coopérative de Jean-François produit chaque année l'équivalent de 4 millions de bouteilles de rosé AOP Côte-de-Provence. Beaucoup d'investissements en cave, beaucoup de travail en cave aussi ont été mis en œuvre. Sur le vignoble aussi, tout ça pour avoir un produit irréprochable. Et c'est dommage que des affaires comme ça arrivent, ça peut engendrer de l'inquiétude de la part des consommateurs, mais aussi des producteurs. La Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes a lancé des poursuites pour tromperie. Les auteurs des faits risquent jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Allez, J-1 avant peut-être le grand saut vers la finale de la Coupe du Monde pour les Bleus. Mais pour décrocher ce ticket, il va falloir venir à bout des Diables Rouges qui ont montré leur détermination à aller, bien sûr, au bout. En attendant, les supporters des deux camps se préparent déjà à cette demi-finale inédite de demain. Même si, en Belgique, certains Français ont toutefois le cœur qui balance. Reportage chez Stadler, Jean-Baptiste Bruno et Arthur D. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Dilemme, nom masculin, définition. Je supporte la France, mais aussi la Belgique. Mais allez, je supporte aussi la France. Beaucoup de réponses de Normands sur ce marché bruxellois lorsqu'on demande aux Français habitants en Belgique qui ils vont supporter demain soir. Ça va être difficile. D'un côté, je suis déshéritée avec mon père. De l'autre côté, je perds mes amis. Je pense que je vais peut-être le regarder à la maison quand même, au cas où. Je pense qu'il y a des bons espoirs avec la Belgique, mais je pense que la France va quand même le remporter. Je dirais 2-1. Toujours mon cœur en France et mon fils est belge, donc je suis tenté entre les deux. Et vous mangerez une frite ou du fromage demain? Une frite avec du vin. Comme ça passe. Je suis dans l'équilibre. C'est entre la bière et le pastis que l'on hésite dans ce bar. Nous sommes à Warneton, près de Lille, où un pont sépare la partie française et la partie belge. Là aussi, l'indécision demeure. Moi, je vois une petite victoire de la France quand même. Si la France perd, c'est pas grave. Du moment que la Belgique gagne, c'est aussi bien, quoi. Les plus déterminés, on les rencontre en Russie. Aucun doute, eux sont pour les Bleus à 200%. À Saint-Pétersbourg, où se joue la rencontre demain, déjà quelques supporters français, mais près du musée de l'Ermitage, trouve-t-on des Belges? Alors c'est ce qu'on disait il y a 5 minutes, pas du tout. On a croisé un supporter belge. C'est demain le match, mais on est déjà dedans. C'est vrai que nous, ça fait un mois qu'on est dedans.
Le principal groupe de supporters bleu-blanc-rouge, les Irrésistibles, est attendu dans la nuit. Pas de chiffres encore officiels, mais il devrait y avoir à peu près autant de Belges que de Français demain en tribune. Et en attendant, les hommes de Didier Deschamps, ça y est, ils sont arrivés ce midi à Saint-Pétersbourg et se sont même entraînés sur la pelouse du stade où aura lieu la rencontre, sauf Kylian Mbappé, qui lui a été ménagé. Benjamin Pavard et N'Golo Kanté se sont contentés, eux, de trottiner. Et en cette veillée d'armes, écoutez Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, très admiratif du jeu de la Belgique. L'équipe belge est la plus complète dans tous les aspects du jeu, du tournoi. Elle sait bien défendre, elle sait très bien attaquer, elle sait contre-attaquer, elle est forte dans les airs, elle est forte au sol. Pour les battre, il faudra, comme j'ai dit, un très grand match même de notre part. Les Belges, eux, sont bien arrivés, mais cet après-midi, des Belges quasiment au complet, puisqu'ils seront privés de Thomas Meunier, le joueur du PSG suspendu après 2 cartons jaunes. Et on prend la direction de la Russie. On retrouve Julien Babou en direct de Saint-Pétersbourg. Julien, vous suivez l'équipe de France et vous êtes en compagnie d'Emiliano Bonfigli, qui lui suit l'équipe de Belgique pour RTL TVI. Tout va bien entre vous pour l'instant. Julien, c'est vous qui commencez. Demain, c'est un peu la fête des voisins entre les Bleus et les Diables Rouges, qui se connaissent, mais alors très très bien. Oui, Xavier, voisin et néanmoins ami jusqu'ici. En tout cas, on verra bientôt le symbole de ce voisinage. C'est sans doute la star Eden Hazard qui a franchi la frontière franco-belge pour venir être formé à Lille. L'amitié, ce sont tout simplement des joueurs qui se connaissent par cœur, qui sont coéquipiers pour la plupart en club et notamment en Angleterre. Celui qui en parle le mieux, c'est Olivier Giroud. Il joue à Chelsea avec N'Golo Kanté contre Eden Hazard justement et Thibaut Courtois. Et ce dont il parle, c'est d'un derby, d'une rivalité, surtout d'une volonté de ne pas se faire chambrer ces prochains mois une fois retourné en club. C'est une question d'orgueil finalement cette rencontre. Qu'en disent les Belges, Emiliano? Est-ce qu'ils nous préparent un petit meurtre entre amis? On va pas aller jusque-là, mais en tout cas une petite surprise. C'est vrai, parce que ce match, du côté belge, ils n'ont pas envie de le perdre. Comme vous l'avez dit, ce sont des amis, ils jouent en première ligue ensemble, c'est des équipiers, parfois les adversaires aussi sur les terrains anglais. Ils partent en vacances parfois aussi ensemble, comme Romelu Lukaku et Paul Pogba l'été dernier. Donc vraiment, ils se connaissent très bien. Il y a de la rivalité, mais il y a surtout l'envie de battre cet adversaire parce que c'est un adversaire qui est hors du commun, qui est différent, qui est particulier pour les Belges. Et les joueurs nous l'ont dit, on va vraiment regarder les Français droit dans les yeux, il n'y aura aucun complexe d'infériorité. C'est vrai que c'est le match d'une génération, Xavier, la génération belge qui arrive à maturité, la génération française un petit peu plus jeune, mais qui n'aura peut-être pas une nouvelle occasion de remporter le mondial en battant la Belgique. Oui, on verra si vous me parlerez encore demain soir. Merci beaucoup. Si, messieurs, et vive l'amitié franco-belge, bien sûr. Encore un mot de foot, cette fois, c'est officiel. Le PSG s'offre l'un des plus célèbres et des meilleurs gardiens du monde. L'Italien Gianluigi Buffon a été présenté aujourd'hui au Parc des Princes, entouré de sa compagne et de 2 de ses garçons à 40 ans et 176 sélections avec l'équipe d'Italie. Le portier italien a donc fait le choix de venir terminer sa carrière dans le club parisien. De la musique à présent avec la révélation d'Anderson .Paak. Après avoir assuré les premières parties de Bruno Mars, il a explosé en participant à la bande originale de Black Panther, supervisée par Kendrick Lamar. Depuis, il multiplie les collaborations et son dernier single Bubbling cartonne. Charlotte Prudhomme, Régine Arnaud et Arnaud Sénégas sont partis à sa rencontre. Dans son dernier clip, l'argent coule à flot. Anderson .Paak n'est pourtant pas un rappeur bling-bling, il critique au contraire la société de consommation. Anderson .Paak est d'abord un batteur, un instrument qu'il a toujours associé à sa passion du hip-hop. J'étais comme tous les gamins des années 90, j'écoutais Dr. Dre, Tupac, Snoop, Jay-Z et je jouais tous leurs titres à la batterie. La batterie, c'est son piano à lui, elle l'accompagne quand il chante, et dans sa voix, on retrouve les influences de la soul. En 2015, Dr. Dre, la légende du rap américain, le remarque et fait appel à lui sur 6 titres de son album Compton. La collaboration fonctionne. Dr. Dre a d'ailleurs supervisé son nouvel album Bubbling, attendu à la rentrée, et qui revisite l'histoire de la musique noire américaine. Un rappeur sur tous les fronts, puisqu'il a également participé à la bande originale du film Black Panther. C'était important car ce film est un événement culturel mondial, c'est un privilège d'en faire partie. Je suis très fier et je pourrais dire aux prochaines générations, oui, j'y étais.
Hip-hop, funk ou jazz, Anderson .Paak sait tout faire. La traversée du désert n'est pas pour tout de suite. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Après la météo et En famille qui fait son grand retour du cinéma culte avec le célèbre Gendarme de Saint-Tropez. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guilloc. Et je vous retrouve bien sûr pour le 19h45. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.